Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en collaboration avec la chaîne Dakota Story. Je vous invite à aller voir sa chaîne et à vous abonner car elle fait vraiment un excellent travail. Je tenais à remercier Dakota Story pour sa confiance et sa collaboration. Je vous laisse avec Dakota. On se retrouve plus tard. Salut à tous, salut Kana, j'espère que tout le monde va bien. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de vous retrouver, puisque comme vous pouvez le remarquer, la vidéo d'aujourd'hui est un peu spéciale, différente des précédentes, surtout pour moi, car je la partage en collaboration avec la chaîne Kana Disparition. C'est une première pour moi et vraiment très heureuse de faire ce duo avec toi Kana. Je vais me présenter brièvement, je suis Dakota, et ma chaîne est consacrée aux histoires de disparition, aux histoires incroyables et vraies qui ont comme point commun l'espoir. Nous sommes dans une société malheureusement de plus en plus sombre. C'est pourquoi, à mon petit niveau, j'avais vraiment envie de prendre le contre-pied de tout ça avec ma chaîne. Si certains d'entre vous ne connaissent pas encore par contre la chaîne Kana Disparition, vous retrouverez le lien dans ma barre d'infos. Kana Disparition est une chaîne consacrée aux histoires de faits divers, d'enquêtes non résolues, aux familles et aux victimes de crimes. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci Kana une fois de plus pour cette généreuse idée. Je suis très contente de pouvoir partager cette vidéo avec toi. Donc oui, trêve de blabla, j'arrête de parler et on y va. L'histoire du jour vous dit sûrement quelque chose puisqu'elle est très connue. Il s'agit du miracle des Andes, ou plus communément appelé les survivants du crash de la cordillère des Andes. C'est une histoire vraie, très bouleversante et à la fois démonstrative de la force de l'être humain et de sa capacité de résilience dans des conditions de survie extrêmes. Comme d'habitude, j'espère que vous êtes bien installés et c'est parti. Nous sommes donc en 1972 et plus précisément le 12 octobre 1972 en Uruguay. Ce jour-là, l'équipe de rugby du Montevideo, capitale de l'Uruguay, doit se rendre à Santiago, au Chili, pour disputer un match amical. L'équipe de rugby s'appelle les Old Christians. Je vais vous présenter les joueurs, c'est une manière de leur rendre hommage. Donc il y avait le capitaine, Marcelo Pérez, Roberto Canessa, Roy Harley, Fernando Parada, qui lui était accompagné durant le vol par sa mère Eugenia, âgée de 50 ans, et de sa sœur Suzy, âgée de 20 ans. Il y avait également Antonio Vicenti, Gustavo Zerbino, Gaston Castemale, Alexis Hounier, Daniel Maspone, Enrique Platero, Guido Magri, Daniel Shaw, Francisco Abal, Julio Martinez Lamas, Gustavo Nicolich et Arturo Nogueira. Ils seront accompagnés durant le vol par des membres de leur famille et des amis. À bord de l'avion se trouvent également 5 membres de l'équipage. Donc il y a le pilote, le colonel Julio Ferradas, qui est un pilote âgé de 39 ans, assez expérimenté puisqu'il a déjà fait ce vol 29 fois auparavant. Nous avons également le navigateur, qui est le lieutenant Ramon Martinez, le copilote, le colonel Dante Laguara, qui est âgé de 41 ans à l'époque, le mécanicien Carlos Roque, âgé de 24 ans, et un steward, Ovidio Joaquín Ramirez, âgé de 26 ans. Donc au total, ils sont 45 dans l'avion. Je m'excuse par avance puisque je n'ai pas retrouvé le nom et l'âge de tous les passagers. Donc ce jeudi 12 octobre, tout le monde embarque dans le vol 571. Il s'agit d'un avion Fairchild FH-227 de la force aérienne uruguayenne. C'est un trajet assez classique, habituel, qui a déjà été fait de nombreuses fois. Malheureusement, les conditions climatiques étaient un peu difficiles et ils seront obligés de s'arrêter et de faire une escale à l'aéroport de Mendoza en Argentine. Cet aéroport est le dernier avant le passage de la cordillère des Andes. Ils y passeront la nuit en attendant le lendemain et une météo meilleure. Ils n'ont pas pu faire le trajet d'une traite. Arrivé le lendemain, et fruit du hasard ou pas, à vous de décider,
Nous sommes un vendredi 13, le vendredi 13 octobre. La météo s'est arrangée et donc le pilote Julio Ferradas décide de redécoller, mais ils repartiront seulement en début d'après-midi à 14h18. Je prends le temps de vous préciser un détail important pour la suite. Tout le monde était habillé de vêtements légers. À cette période, en Argentine, il faut savoir qu'il fait un temps printanier, c'est-à-dire que les températures sont plutôt agréables et avoisinent les 18-19 degrés. Donc pas de gros pulls, pas de parkas, c'était essentiellement des t-shirts, des petits polos, vraiment habillés de façon légère. Le pilote a choisi de traverser la cordillère des Andes en passant par Planchón au sud de Mendoza. Une fois la fameuse chaîne de montagnes passée, il devait remonter par le nord pour rejoindre Santiago. Une petite parenthèse sur cette fameuse chaîne de montagnes qui est la cordillère des Andes. C'est une des plus hautes chaînes de montagnes au monde et la plus haute d'Amérique. Elle possède des sommets qui peuvent s'élever jusqu'à 7000 mètres d'altitude. C'est également la plus longue chaîne de montagnes au monde. Voilà, donc le vol se déroule bien. L'ambiance est très détendue, tout le monde est très heureux à l'idée d'arriver au Chili. Ils sont très excités aussi par le match à venir. Ce sont majoritairement des jeunes, la moyenne d'âge se situe autour de la vingtaine. Ils se prennent en photo et ils s'amusent même à faire quelques passes avec un ballon de rugby dans l'avion. C'est vraiment la bonne humeur générale. Au niveau de la météo, tout se déroule pour le mieux, le temps est dégagé, les conditions de vol sont bonnes. Malheureusement, cela ne va pas durer. Le temps commence à se dégrader petit à petit et les pilotes arrivent à un stade où ils n'ont plus du tout aucune visibilité sur l'extérieur par les hublots. Les conditions climatiques deviennent de plus en plus difficiles. Il commence à y avoir quelques turbulences, ça secoue un peu, mais malgré ça, les passagers ne sont pas du tout inquiets. Ils en rigolent même, ils se font des blagues. Ils ne s'inquiètent pas du tout de la situation et ne se doutent pas un seul instant de ce qui va se passer. Et les pilotes non plus. Les pilotes pensent même avoir franchi la cordillère des Andes et croient être déjà arrivés au-dessus de la ville de Curicó, tout proche de l'aéroport. Le pilote Julio Ferradas contacte alors la tour de contrôle du Chili pour annoncer leur arrivée et demander l'autorisation pour atterrir. Il informera même les passagers que la descente est imminente et leur demandera d'attacher leur ceinture. Le contrôleur de la tour, n'ayant pas conscience de la localisation exacte de l'appareil, donnera l'autorisation pour l'atterrissage. Et c'est à partir de ce moment-là que la tour de contrôle perdra tout contact avec le vol 571. En effet, les pilotes ont fait une erreur de calcul. Leur localisation n'est pas la bonne. Le copilote, le colonel Dante Laguara, a mal jugé la position de l'appareil. Avec les vents très forts qui arrivaient de face, l'avion a été ralenti et le trajet a été rallongé. Donc ce qui fait qu'il ne se situe pas au-dessus de Curicó, mais encore à environ 60-70 km de là. Il se trouve donc toujours au-dessus de la cordillère des Andes. La météo étant très compliquée, les pilotes ne voient toujours pas l'extérieur. Il y a de plus en plus de trous d'air, les turbulences sont de plus en plus violentes et maintenant ça commence vraiment à secouer. L'avion va chuter brutalement de 200 mètres, ce qui déclenchera l'alarme de collision. Et c'est à partir de ce moment-là que les passagers réalisent ce qui est en train de se passer. La peur commence à s'installer et à partir de là, tout va aller très vite. Les pilotes ont amorcé beaucoup trop tôt la descente de l'avion, mais quand ils s'en rendent compte, il est déjà trop tard malheureusement. Ils arrivent enfin à discerner où ils se trouvent par les hublots et ils constatent avec effroi qu'ils sont beaucoup trop bas et beaucoup trop proches des montagnes qui se rapprochent à une vitesse trop élevée. Alors ils essayent de relever l'avion en remettant les pleins gaz et ils réussiront à le redresser en partie mais pas suffisamment. Le nez de l'appareil évitera et passera au-dessus de la crête, mais la partie inférieure percutera la montagne. C'est l'aile droite qui se détachera en premier en emportant avec elle la queue, l'arrière de l'avion. Et ensuite, ça sera au tour de l'aile gauche de s'arracher. Dans la partie arrière de l'avion se trouvait la cuisine, la soute à bagages, mais surtout 2 rangées de sièges. La partie restante de l'avion, qui s'appelle le fuselage,
va atterrir par chance à plat sur la neige, mais ça sera un atterrissage très brutal, vous vous en doutez, et glissera sur un glacier à une vitesse de 350 km/h et sur une distance de 725 mètres. Le fuselage finira par s'écraser dans la glace et dans la neige, et c'est un choc qui a été d'une extrême violence. La carcasse de l'avion est tombée à 3600 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes, à l'est de la frontière du Chili, dans le département argentin de Malargüe. Le bilan est lourd puisque 12 passagers n'ont pas survécu au crash. Nous sommes donc le vendredi 13 octobre 1972 et il est 15h34. Il ne reste que plus que 33 passagers. Les survivants se retrouvent piégés en plein milieu des Andes, à 3600 mètres d'altitude, dans la neige et dans le froid glacial. Le calvaire va durer 72 jours. Le premier jour, les survivants émergent et découvrent avec effroi ce qui vient de leur arriver. Il y a beaucoup de blessés, beaucoup ont des fractures, des bouts d'avion dans certaines parties de leur corps. Heureusement, à bord de l'avion, il y a 2 étudiants en médecine qui ont survécu, dont Roberto Canessa. Ils prennent les choses en main et commencent à soigner les blessés. Malheureusement, parmi les passagers, certains sont très grièvement blessés. C'est le cas de Fernando Parrado, dit Nando, un joueur de l'équipe de rugby qui est dans le coma avec une fracture du crâne ouverte. Leur survie commence. Ils commencent à sortir les corps du fuselage et se servent tout de suite de l'épave de l'avion comme abri contre le vent et le froid glacial. 5 personnes, dont le copilote responsable de l'accident, ne passent pas la première nuit. Nando Parrado finit par se réveiller de son coma au bout de 3 jours. À son réveil, il apprend que son meilleur ami, avec qui il avait échangé sa place dans l'avion juste avant l'accident, n'a pas survécu au crash, et que sa mère est décédée, et que sa sœur Suzy est à l'agonie. Il aide ses camarades à sortir les corps et les enterrer dans la neige. Il dira, je cite, « Je ne veux pas pleurer. Je vais avoir besoin du sel de mes larmes pour survivre. » dont il s'interdit de pleurer. Le groupe de survivants aménage l'épave pour se protéger des éléments. Ils bloquent toutes les ouvertures avec ce qu'ils peuvent, des débris, des valises et de la neige. Ils récupèrent de l'eau de pluie en faisant fondre au soleil la neige et les récupèrent dans des bouteilles de vin vides qu'ils avaient trouvées dans les bagages. Pour survivre au froid, ils utilisent de la mousse qu'ils trouvent dans les sièges de l'avion pour renforcer l'isolation dans leurs vêtements. Ils feront des petits feux pour se réchauffer, mais comme ils n'ont rien à brûler dans les premiers jours, ils brûlent tout leur argent. Au bout d'une semaine de survie, les passagers sont assaillis par la faim. Tout ce qu'ils avaient trouvé dans l'avion, barres de chocolat, un peu de confiture, il ne reste plus rien, leur stock est vide. À cette température, le corps consomme beaucoup d'énergie pour se maintenir au chaud. Nando Parrado mange son dernier morceau de M&M's en 3 jours. Pendant ce temps, les secours ont été dépêchés et une équipe d'avions a été envoyée pour survoler la cordillère des Andes à la recherche des survivants. Dans l'après-midi du 4e jour, un avion survole le site du crash. Le groupe sort de la carcasse, se manifeste en criant et en levant les bras. C'est là où ils voient que l'avion bat des ailes, ce qui veut dire que l'avion les a repérés et qui va chercher du secours. Les survivants sont soulagés. Ils sont enfin retrouvés. Ils sont persuadés que les secours sont en chemin. Mais malheureusement, en réalité, ils se trompent. Le fuselage blanc de l'avion se camoufle parfaitement dans la neige. Ils n'ont aucune chance d'être repérés depuis le ciel et les secours n'arriveront pas ce jour-là. Au bout du 11e jour,
Les survivants qui ont trouvé une petite radio dans les débris de l'avion, ils ont réussi à la faire fonctionner. Ils entendent une terrible nouvelle. Les secours, ne les ayant pas retrouvés et estimant qu'il n'y a aucune chance qu'ils soient encore en vie, arrêtent les recherches. Le monde entier les croit morts alors qu'ils sont bien vivants, bloqués dans la montagne. C'est le choc pour les survivants, c'est dévastateur. Tout le monde est abattu. Mais dans un élan de courage, l'un d'entre eux, Nikolić, dira, je cite, « Nous allons devoir nous en sortir par nous-mêmes. » Seulement voilà, les survivants meurent de faim. Après avoir été jusqu'à manger le cuir des sièges dans l'avion, ce qui les a rendus très malades, ils se retrouvent face à la triste réalité de la situation. S'ils veulent survivre, ils doivent manger. Le problème, c'est qu'à l'endroit où ils sont, il n'y a rien. Ni animaux, ni poissons, ni végétation. Ils sont trop hauts en altitude. Il n'y a que de la neige et de la roche. Ils réalisent peu à peu que la seule source de nourriture se trouve sur place à côté d'eux, préservée dans la neige par le froid. Ce sont les dépouilles de leurs amis et famille. Le cauchemar commence. S'ils veulent rester en vie, ils n'ont pas le choix. Roberto Canessa, l'étudiant en médecine, se dévoue et à l'aide d'un morceau de verre brisé, part en cachette découper un premier morceau de chair sur un corps. Il le fait en cachette car personne ne saura d'où il provient. Il sera le premier à en manger et ensuite il distribuera aux autres survivants. C'est une chose terrible pour les survivants et au début c'est très difficile. Mais pour eux qui n'ont pas d'autre choix, cela deviendra de plus en plus normal. Le 29 octobre 1972, cela fait 17 jours qu'ils sont piégés dans la cordillère des Andes. Alors qu'ils dorment, le sort va une nouvelle fois s'acharner sur eux. Une immense avalanche se déclenche et ensevelit la carcasse de l'avion sous la neige. 8 passagers sont tués sur le coup. Ceux qui ont réussi à survivre réalisent qu'ils vont manquer d'oxygène. Nando Parrado réussit avec une tige en métal à percer le toit du fuselage et à faire rentrer de l'air. Et ils parviennent finalement, au bout de 3 jours, à creuser un tunnel pour sortir. Depuis l'annulation des secours, ils savent que leur seul moyen de s'en sortir, c'est d'aller à la rencontre de la civilisation par eux-mêmes. Avant de mourir, le pilote a estimé leur position. Il pense donc que le Chili se trouve à seulement quelques kilomètres, à l'ouest, juste derrière une immense montagne. Au cours des semaines qui suivent, ils vont explorer la zone et ils vont même retrouver la queue de l'avion. En faisant toutes ces recherches, ils découvrent qu'ils seront obligés de gravir cette montagne, qui leur paraît infranchissable. Ils préfèrent attendre les beaux jours, que le printemps revienne. Enfin, au bout du 60e jour, ils montent une expédition à la recherche des secours. Et Nando Parrado, accompagnés de Roberto Canessa et de Antonio Vicentil, sont désignés pour gravir la montagne. Ils savent qu'une immense marche les attend et qu'ils vont devoir passer des nuits dehors. Et à cette époque de l'année, même si la journée les températures sont au-dessus de 0, les nuits restent glaciales et ils n'ont aucune chance de survie s'ils partent comme ça, surtout qu'ils n'ont aucun équipement de montagne. Donc, ils décident de se confectionner un sac de couchage avec de la mousse, des débris qu'ils trouvent dans leur abri. Ils se confectionnent un immense sac de couchage dans lequel ils peuvent rentrer à 3. Cela leur permettra de se blottir et de se maintenir au chaud. Ils partent donc à l'assaut de l'immense montagne et du fait de leur manque d'expérience, ils se précipitent tout droit vers le sommet, au lieu de contourner la crête qui se trouve à 1700 mètres plus bas. L'ascension est extrêmement difficile. Ils s'enfoncent dans la neige jusqu'aux hanches. Et alors qu'ils pensaient qu'ils n'avaient besoin que d'1 jour pour rejoindre le sommet, ils mettent en fin de compte 3 jours.
Lorsqu'ils arrivent au sommet, leur visage se décompose. Au lieu d'apercevoir les vallées verdoyantes du Chili, ils se retrouvent face à des montagnes à perte de vue. Ils sont en réalité 90 km plus à l'est qu'ils estimaient être leur position. Face à ce paysage, Canessa pense qu'ils sont morts, mais Panado reste plus optimiste. Afin de préserver leurs vivres, il renvoie Antonio Vicentid au camp et décide de poursuivre à deux, avant de redescendre de l'autre côté de la montagne. Parado déclare: Nous marchons peut-être vers notre mort, mais je préfère marcher à sa rencontre plutôt que d'attendre qu'elle vienne me chercher. Canessa lui répond: Allons mourir ensemble. Le duo poursuit donc sa marche pendant plusieurs jours et ils arrivent à descendre dans une vallée. Passent sous la ligne d'enneigement et trouvent même une rivière. Au bout du 9e jour de marche, alors qu'ils sont en train de récupérer du bois pour faire un feu de camp, ils aperçoivent 3 personnes à dos de cheval. Ils jettent le bois, ils se mettent à courir en direction de ces 3 personnes. Ils hurlent, mais le bruit de la rivière est trop forte, et en fait les 3 fermiers n'ont rien entendu, et ils s'en vont. Imaginez, c'est terrible pour eux. Le lendemain, les 3 fermiers reviennent, et l'un d'eux approche un crayon et une feuille de papier, et jette une pierre en direction de Parado. Le 21 décembre 1972, après 70 jours perdus dans les montagnes, Parado griffonne un mot dans lequel il explique tout. Ce sont les survivants du vol Uruguay, Air Force 671. Il reste 14 survivants sur les lieux du crash. Son ami est blessé, ils ont faim, ils sont perdus. Parado et Canessa sont alors transportés à dos de cheval vers le village le plus proche, où ils peuvent boire, manger, se reposer. Roberto Caressa a perdu près de la moitié de son poids. Il pèse plus qu'une 40aine de kilos. Par la suite, des hélicoptères de l'armée arrivent et Parado monte à bord afin de les guider à retrouver le site du crash. Dans l'après-midi du 22 décembre 1972, ils retrouvent les derniers survivants. Les 14 rescapés sont enfin sauvés. Les secours évacuent le groupe en 2 fois. 7 d'entre eux restent pour une nuit encore sur place, avec des militaires. Ils sont finalement évacués au petit matin. Rapidement, la presse s'empare du sujet et les survivants font la une des journaux. Au début, ils souhaitent garder pour eux leur expérience d'anthropophagie, mais la moitié d'une jambe à moitié abîmée, prise par l'un des sauveteurs, est publiquement publiée à la une des journaux chiliens. Et cela les oblige à tenir une conférence de presse dans laquelle ils expliquent tout. Au début, l'opinion publique s'offusque, mais finalement, ils les comprennent, parce qu'ils se rendent compte que c'était le seul moyen de survivre. Les victimes de l'accident sont finalement inhumées dans une tombe commune, à 1 kilomètre du site du crash. C'est la fin de cette vidéo. Je tenais encore à remercier Dakota pour sa collaboration avec moi. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner pour la soutenir. Merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne journée. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.